Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle mission concoctée pour vous. Nous avons reçu aujourd'hui un auteur politique, un homme, il est leader de l'opposition togolaise. Étant avocat, il a défendu beaucoup de personnes dans des dossiers divers, des dossiers liés aux prisonniers politiques au Togo. Il a beaucoup cheminé avec l'un des anciens de l'opposition. Aujourd'hui, il a créé son parti politique. Cette année, ce parti politique a commémoré les 5 ans de son existence. Nous recevons pour vous, mesdames, messieurs, sur ce plateau de l'autre journal, dans le numéro 94, Maître Dodi Paul Apevon. Il est le président du parti politique que vous connaissez déjà, Force démocratique pour la République. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission L'autre journal. Merci. Comment vous suivez cette émission? Comment vous la trouvez? Eh bien, d'abord, je dirais que je suis heureux d'être l'invité aujourd'hui parce que l'autre journal, je suis les émissions sur cette radio, cette télévision en ligne. Oui. Et je vois que vous faites des choses extraordinaires. Il y a des vérités qui se disent ici. Je vois souvent Ferdinand Été dans cette émission. Oui. Je n'ai pas imaginé que je serais l'invité aujourd'hui. C'est pour ça que ça me fait plaisir de venir dans vos studios et participer à cette émission avec vous. Et c'est un plaisir pour moi. Voilà, le plaisir est partagé. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Voilà, je rappelle aux fidèles amis que je ne serai pas le seul à présenter cette émission, à animer cette émission. Je serai avec Ambroise Dagnon. Ambroise, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour cher maître, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, merci d'accepter de vous évertuer à cet exercice. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, vous êtes leader d'un parti politique, les FDR, qui ont commémoré leurs 5 ans le 26 novembre dernier, mais bien avant de parler de l'actualité de votre parti politique et bien entendu d'avoir votre avis sur des sujets de l'actualité politique nationale. Il a dit dans son introduction, vous avez cheminé avec un des ténors de l'opposition togolaise, Maître Yovi Agoibo, qui est passé de l'autre côté de la rivière, comme on dit, en mai 2020. Il sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 11 décembre 2021. Vous avez cheminé avec lui pendant de très très longues années. Vous étiez son dauphin puisque vous avez été à la tête du parti qu'il a fondé, le CAR, le tout premier parti politique de l'opposition togolaise. Aujourd'hui, en une seule phrase, Maître Paul Dodi Apevon, quel souvenir gardez-vous de Maître Agoibo? Mais parler de souvenirs de Maître Agoibo, si on me dit de parler de cette période-là, je mettrai toute une journée pour en parler. Parce qu'on a vécu des choses immenses, extraordinaires. À partant d'abord de notre connaissance, qui est quelque chose de très pathétique. Et puis de cette connaissance, je suis allé à son cabinet parce qu'en réalité, je n'étais pas programmé pour devenir avocat dans ma vie. Moi, je faisais la carrière internationale et c'est lui qui m'a rencontré un jour au cours d'une manifestation d'étudiants à Tablego. J'ai fait une intervention qui l'a séduit, puis il a insisté, il a demandé que je passe à son cabinet. Au départ, moi, je ne savais pas qui il était. Alors, les étudiants de Yotor qui mettaient 3 jours, 4 jours pour arriver dans ces bureaux, quand ils ont entendu qu'il m'a invité comme ça promptement à venir à passer le voir, ils sont surpris. Mais comme moi je ne le connaissais pas, j'ai hésité. J'ai passé des jours, je ne suis pas allé. D'autres sont venus me manifester leur étonnement. Ce monsieur de cette dimension vous invite et vous n'y allez pas, et je suis allé. Et c'est comme ça que de manière abrupte, il me dit, mais bon, je vous ai découvert, vous avez du talent, pourquoi vous ne voulez pas devenir avocat? Je dis, mais non, moi, je ne suis pas programmé pour... Je ne fais pas la carrière pour devenir avocat, je veux être à l'international. Je faisais le droit, le droit international. Alors il a insisté, et puis bon, c'est comme ça que progressivement, je dirais, il m'a presque forcé à m'exercer. Et puis j'ai commencé un stage chez lui avec beaucoup je dirais, beaucoup de doigté. Il m'a intéressé à la profession. Et c'est comme ça que je suis resté dans son cabinet.
Et puis lui, déjà à l'époque, étant quelqu'un qui est déjà porté vers la défense des droits de l'homme, il y a beaucoup de choses qu'on échangeait de ce domaine-là, dans ce domaine. Et lorsque il a voulu amener le chef de l'État à créer la CNDH, les tests, j'ai travaillé avec lui pour préparer les tests. Et c'est comme ça qu'il est devenu, il est porté à la tête de la CNDH. Avec la CNDH, il a fait des choses immenses parce que pour débloquer ce pays qui était totalement verrouillé à l'époque, parce que, souvenez-vous, on vivait à l'époque sous un parti unique, où tout le monde est obligé de faire comme le parti le décide. On dit, mais dès que tu es né, tu es membre du parti. Même les fœtus sont membres du parti. Donc, la liberté d'association, vous vous souvenez très bien de liberté religieuse, tout ça là est verrouillé. Donc, avec beaucoup de tact, il a réussi à débloquer tout ça. On a retrouvé la liberté d'association, la liberté de presse, la liberté de ceci. Et c'est ça qui a été le détonateur, justement, de ce que nous avons connu en 90. C'est vrai, les étudiants ont fait quelque chose de très bien en 1990 avec le soulèvement du 5 octobre, mais tout ça a été préparé progressivement. On a libéré les esprits pour que les gens puissent aller à cela. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui des droits de l'homme au Togo sans parler de Maître Agbouibo. Il a été l'icône des droits de l'homme au Togo. Donc après les droits de l'homme, il est porté, il a viré vers la politique. Vous savez que les droits de l'homme et les politiques parfois ne font pas bon ménage. Ce que vous faites dans cette matière-là et que les gens vous acceptent facilement, lorsque vous allez en politique, il y a des critiques, il y a ceci qui ne plaît pas, des envies, avec tout ce que nous-mêmes nous connaissons à cette période-là, après ce soulèvement-là. Donc, les choses ne sont pas très très bien passées. On ne lui a pas reconnu la dimension qu'il avait à l'époque, avec les envies de tout genre. Finalement, il a fait ce qu'il a pu faire. Donc, en pensant à cet homme-là, moi, je pense à lui avec beaucoup de respect. Alors, Maître Agbouibo, vous avez été, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dauphin de Maître Agbouibo jusqu'en 2014. Tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas la refaire avec ce qui s'est passé, notamment la rupture qui est intervenue d'un point de vue idéologique sûrement entre vous et votre ex-mentor dorénavant. Vous avez créé votre parti, le FDR, c'était le 26 mai 2016. Alors, quelle est la part de l'héritage politique que vous conservez de Maître Agbouibo? Oui, mais c'est-à-dire que, quoi qu'on dise, aujourd'hui au FDR, nous avons conservé la manière d'aller à la chose politique. La chose politique, en réalité, c'est une stratégie compliquée, difficile, où il faut trouver un compromis. Je ne parle pas de compromission, je parle d'un compromis avec l'adversaire en ayant l'âme du dialogue. C'est-à-dire que sans le dialogue, on peut se leurrer. Parce que l'adversaire, lui, il est là avec ses armes. Je ne parle pas d'armes, fusils, il y en a parfois. Mais il se sert de ses béquilles, la police, les militaires et tout ça, l'administration pour là, il est rivé à son fauteuil. Mais pour que vous puissiez lui arracher des espèces de liberté, il faut procéder par ça. Si Agbouibo n'était pas un fin tacticien, tout ce qu'il a pu arracher en cette période de parti unique, liberté d'association, il ne l'aurait pas eu. Ce n'est pas parce qu'il est venu, il est allé proposer au chef de l'État, oui, bon, donnez-moi la liberté de presse, et que c'est arrivé. Il y a des ministres qui s'étaient opposés à la chose à l'époque. Mais il a pu expliquer la justesse de la chose, et finalement, il y a des mains à accepter. C'est la même chose en politique. Lorsque vous avez un adversaire en face et que vous voulez négocier pour arracher des choses, il faut savoir comment vous procédez. Mais malheureusement, chez nous ici, lorsque la situation est compliquée et qu'on trouve des occasions pour arracher, pour aller mettre la pression et que cette personne nous permette d'arracher véritablement quelque chose, on se sert de la pression et puis on s'arrête là en disant oui, mais les choses vont aller d'elles-mêmes.
Mais en politique, ça ne va jamais, les choses ne vont jamais d'elles-mêmes. Il faut avoir ce tact-là, ce flair politique pour pouvoir arriver à amener l'adversaire à lâcher prise. Mais lorsque vous radicalisez, lui aussi il est dans son coin. Mais il faut avoir l'arme du radicalisme. Lorsque vous avez la capacité de forcer l'adversaire à le faire, oui, il va céder. Mais si vous n'avez pas cette capacité, il faut savoir à quel moment vous mettez la pression, à quel moment vous composez pour arracher quelque chose. En tout cas aujourd'hui au FDR, on a conservé cet héritage-là parce que nous savons que quel que soit ce qui va se passer dans ce pays, ce n'est que par le biais d'une discussion véritable. C'est vrai, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, eux aussi, ils parlent de dialogue, mais en réalité, c'est des choses factices qu'ils proposent. On va à cette discussion, ils n'ont pas envie de lâcher véritablement ce qui peut permettre à ce pays de redécoller. Et nous aussi, de l'opposition, on y va, mais les gens ne sont pas prêts au dialogue. Donc, c'est un marché de dupes auquel nous allons. Mais on ne sortira jamais un jour de notre situation-là sans discuter, sans dialogue. Voilà, Maître, puisque nous parlons de dialogue, il y a eu un dialogue entre-temps, je veux parler de CNAC, et votre parti, la FDR, avait participé à ce dialogue, à cette discussion-là, mais la conclusion, on a vu qu'il n'y avait pas eu de consensus, de l'unanimité autour de la conclusion. Bon, ce que le gouvernement en a fait, par la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez reçu, vous avez perçu cette conclusion qu'avait donnée le gouvernement? Oui, mais c'est-à-dire que je déplorais tout à l'heure nos faiblesses au niveau de l'opposition. On y va souvent dans des situations, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de faiblesses, puisque pour aller à cette discussion, le climat dans lequel on y est allé, il aurait fallu un minimum de concertation au niveau de l'opposition. Mais depuis l'élection présidentielle, de 2020, on se regarde tous à l'opposition comme des chiens de faïence. On a déterré la hache de guerre, c'est la tête de l'autre qui va tomber d'abord avant qu'on y aille. On se comporte comme une armée qui va aller conquérir, lutter contre l'ennemi. On dit, mais dans notre armée, d'abord, on va se livrer nous-mêmes la guerre, d'abord on va couper des têtes, et celui qui va suivre, c'est lui qui va aller lutter contre l'autre. Mais comment vous allez y parvenir? Dans cette situation de faiblesse, comment vous pouvez arracher quelque chose? On est allé à cette discussion-là, chacun de son côté. Il y a des gens qui ont refusé de venir, ceux qui ont accepté d'y aller, chacun est allé de son côté. Les seuls partis qui ont accepté de se concerter avant d'aller à cette discussion-là, c'est trois, nous, FDR, le PSR et puis l'UDS Togo, pour harmoniser nos positions. Et nous avons essayé, quand nous avons trouvé un consensus au niveau des trois partis, nous avons proposé d'élargir ce consensus-là à nos amis de l'ANC. On est allé les voir, on a discuté avec eux pour dire, mais constituons au moins un bloc, quelque chose pour aller à cette discussion, pour pouvoir peser sur la discussion. Malheureusement, on a accepté, discuté, on a harmonisé les choses à notre niveau, mais ils ont dit, au dialogue, ils devront défendre leur position en tant que ANC. Bon, on y allait. Donc, il n'y avait pas de solidarité véritablement entre nous. Bon, chacun faisait sa proposition. Donc, mais on n'a pas discuté en tant que groupe. C'est ce qui constituait déjà une grande faiblesse. Avec ceux qui sont dans l'ombre, qui disent oui, qui prédisaient que non. Ils jubilaient même, ils souhaitaient même que ça échoue. Parce qu'ils ont refusé de venir. Donc leur prière, c'est que, bon, ce que vous faites là, il faut échouer pour nous donner raison. Bon, on est allé. Mais je vous assure qu'on s'est battu. On s'est battu. On a proposé des choses là pour mettre justement, faire redémarrer la démocratie chez nous. Mais le pouvoir est resté un peu rivé sur ses positions parce qu'ils veulent conserver le pouvoir sans prendre le moins de risques. Donc les tests qui peuvent les bousculer, ils ont refusé. Mais finalement, on a obtenu, parce qu'un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, les trois partis dont je parlais tantôt ont émis des réserves pour dire non, ça, si vous ne pouvez pas nous accorder ça,
le problème de la composition de la CENI. Ils ont fait de telle manière que il est toujours, le parti au pouvoir est toujours la majorité mécanique pour pouvoir imposer sa position au cours de cette institution, ce que nous avons refusé. Mais bon, ils ont maintenu leur position. Mais maintenant, le peu que nous avons accepté, entre guillemets, qui peut être un consensus, nous avons dit au moins que pour le mettre en application, il faut qu'on soit présent pour que les textes qui vont être votés à l'Assemblée soient en adéquation avec les conclusions de l'accord. Mais tout ça, là, ils l'ont fait derrière nous. Il n'y a pas eu de comité pour regarder. La meilleure preuve, si vous prenez la loi aujourd'hui sur les manifestations, ils sont allés, ce qu'on a décidé à la CNAP, ce n'est pas ça qu'ils ont voté. Et ils l'ont édulcoré. Ce qui constitue une aberration. On ne peut pas aller discuter, parler d'un dialogue, trouver une solution, et puis à la conclusion, un parti va se lever pour aller faire ce qui lui plaît. Ce n'est pas normal. Alors, au cours de ce dialogue, nous avons insisté lourdement. Tous les jours que Dieu fait, on dit, mais nous sommes dans un pays. Lorsque finalement la guerre est finie, où les luttes pour les élections sont terminées, il faut trouver un moyen pour instaurer la paix. Et pour cette paix-là, nous disons, il y a des mesures d'apaisement obligatoires pour que la paix revienne dans notre pays. Les gens qui ont été à l'élection présidentielle 2020, c'est leur droit de revendiquer leur victoire, d'insister. Mais on a connu des situations où on les a poursuivis, certains sont partis. Bon, ok, les élections là sont finies. Faisons en sorte que ces gens-là puissent se retrouver un peu de tranquillité. Les gens qui étaient arrêtés au cours de nos manifestations à l'occasion de notre fameuse C14 là, qui sont encore en prison, mais libérez-les. Mais on ne peut pas imaginer que pendant cette période-là, que des gens qui sont dans la rue revendiquant des choses qu'ils estiment légitimes, et qui sont légitimes d'ailleurs, on puisse les maintenir en prison. On ne peut pas condamner quelqu'un qui est dans la rue en train de manifester à 5 ans, 6 ans de prison. Ce n'est pas possible. Libérer ces gens. Il y a un problème lancinant d'incendie de grands marchés de Lomé et de Kara. Les gens sont en détention. Il y en a même qui sont morts. Et on dit, mais ça suffit. Réglez ce problème-là pour qu'on ait la paix dans ce pays. Si vous ne voulez pas faire un procès, parce que ça fait longtemps que vous traînez cette affaire, vous ne faites pas de procès, mais trouvez un moyen pour libérer ces gens-là et clôturer cette affaire. Maître Apivon, vous semblez embrayer sur notre prochain sujet en parlant justement de la question des détenus politiques. Ouais. Et quand vous évoquiez tout à l'heure la question qui est relative aux détenus dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, vous êtes avocat et ça tombe bien. Il y a ce qu'on appelle quand même le principe de la présomption d'innocence qui en principe doit être la norme. Mais on a l'impression que c'est le principe de la présomption de culpabilité qui est la norme et que celui de l'innocence est l'exception autorisée finalement. Et puis la détention préventive. Aujourd'hui, on ne saura jamais de quoi, par exemple, un certain Étienne Yakanou est mort, si vraiment il a été impliqué ou non dans l'affaire des incendies. Alors, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui en tant qu'opposant que votre voix au niveau de l'opposition est suffisamment forte, audible? Est-ce que vous avez fait suffisamment pour que le pouvoir vous entende, ne serait-ce que dans le cadre de cette discussion-là, pour que l'affaire justement de ces détenus politiques puisse être réglée une fois pour toutes? Et c'est parce qu'on a suffisamment parlé de ces affaires-là que les conclusions ont retenu qu'il faut trouver une solution. Les mesures d'apaisement, dans les mesures d'apaisement préconisées, figure en bonne place le problème de ces détenus politiques-là, qu'il faut trouver un moyen pour les libérer. Alors, si les conclusions de la CNAP ont retenu qu'il faut libérer les prisonniers politiques, et que jusqu'à présent, le gouvernement ne montre qu'un signe véritablement pour les faire libérer, ça veut dire que, bon, on a fait des choses, donc on a parlé, on a bavardé, mais bon, mais... Donc aujourd'hui, ceux qui accusent l'opposition de ne pas faire suffisamment, vous leur répondez qu'en réalité, le problème, ce n'est pas l'opposition, mais le pouvoir qui refuse de les faire libérer. Mais bien sûr, lorsqu'on était allé à ce dialogue et qu'on a pris ce problème-là à bras le corps, on a insisté, si le pouvoir voulait réellement créer la décrispation, ils auraient au moins, ne serait-ce que ce bout, en faisant l'apaisement, jouant l'apaisement, en libérant les gens, mais on dirait au moins que la CNAP avait servi à quelque chose. Les gens qui nous accusaient de ci, de ça, vous êtes allés là-bas parce que vous êtes corrompus, vous êtes ceci, auraient pu trouver une raison
de notre présence à ce dialogue-là. Mais si vous allez vous conclure les choses et que le gouvernement ne veut pas aider à vous valoriser, vous qui êtes allé à ce dialogue-là, il faut au moins un minimum de valorisation pour dire mais votre présence a servi à quelque chose. Mais si à la fin, les gens ont l'impression que oui, mais vous êtes allé là-bas, vous êtes revenu, qu'est-ce que ça a donné? Mais finalement, c'est comme si c'est eux finalement qui ont raison. Oui, Maître Apéro, y a-t-il un moyen aujourd'hui de faire pression sur le régime pour libérer ces détenus politiques? Ah oui, mais le moyen pour libérer, c'est... Je vous renvoie à ce que nous avons fait nous-mêmes et qui est une tare qui nous poursuit aujourd'hui. Je le disais dans une émission hier. Mais c'est là que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes fort, solide, que le pouvoir en place peut vous donner du respect. Mais si vous êtes en lambeau, chacun de son côté, en croyant que c'est sur les réseaux sociaux, en insultant les autres, en les dénigrant, on va nous avaler. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque nous sommes divisés comme on l'est aujourd'hui, avec une volonté de nuire, et je dirais même que c'est une haine exacerbée aujourd'hui qui est l'apanage de l'opposition. On ne fait rien de bon, on ne fait aucune activité, on passe tout notre temps à insulter, à dénigrer. Ce n'est pas avec les dénigrements qu'on va aller. On va créer une résistance, un pôle pour aller faire face au pouvoir. Ce n'est que lorsque nous allons nous reconstituer que nous réglons nos problèmes. La C14, même si la C14 a eu quelques difficultés à l'époque, mais notre présence à l'époque, la solidarité qui existait, la mobilisation des populations autour de la C14 faisait peur. Les gens ont tremblé lorsqu'on avait créé la C14. Mais on ne sait pas ce qui nous est arrivé. Nous-mêmes, volontairement, notre outil de travail, de pression, on a dit, mais bon, liquider ça. Et on a liquidé, on est content, on est revenu à la maison, on dit, ok, bachiche, ok, allons-y. Alors, finalement, la question est de savoir, à quoi nous servons, nous, opposition, aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Maître, il y a une petite musique au sein d'une partie de l'opinion nationale que l'on entend depuis quelque temps et qui fait croire que vous seriez, vous qui avez accepté de participer à ce dialogue-là au sein de la TNAP, que l'objectif, au final, c'était la participation aux élections régionales. Que leur répondez-vous? Bon, vous laissez les gens. Moi, je ne suis plus... Ces choses-là, moi, ne me font plus rien du tout. Les dénigrements, par les médisances, machin. Ce n'est pas moi la ligne conductrice de mon parti. Lorsque je veux faire quelque chose, je le fais. Et si je suis convaincu que c'est ça la voie, je le fais. Quels que soient les dénigrements, les gens ils n'ont qu'à jaser. Mais moi, je fais ce qui est bon pour moi, en ce moment-là, ou pour mon parti. Mais on est allé à ce dialogue-là parce qu'au début, on nous a parlé des élections régionales. Mais nous avons dit non. On ne peut pas aller à ce dialogue uniquement pour aller parler des élections régionales. Il faut y aller pour régler les problèmes qui sont les difficultés que nous connaissons. Non seulement pour les problèmes électoraux, les conditions dans lesquelles on organise les élections au Togo, mais pour parler également de la gestion du pays. La dilapidation de notre ressource qui est notre patrimoine à nous tous, les autres problèmes qui concernent tel domaine, les problèmes fonciers au Togo et tout ça. Il faut parler de tous ces problèmes-là. Et nous avons fait des propositions, on a inscrit tous ces points-là à l'ordre du jour. Après avoir parlé des problèmes électoraux, les problèmes d'organisation des élections, il faut parler de tous les problèmes de gestion de notre pays. Et la PNAP l'a accepté. C'est vrai que malheureusement, ce qui intéressait le pouvoir, c'est les problèmes d'organisation des élections. Dès que ce point est fini, bon, ils ont dit, bon, ok, on met un terme et puis on se retrouve. Mais, à la fin, même si le pouvoir veut utiliser ces régionales-là pour aller organiser leur sénatorial et tout ça, nous avons très tôt dit, non seulement nous, au FDR, mais le PSL, l'UDS Togo, nous avons clairement dit au dialogue que le Sénat, nous sommes radicalement contre. Pourquoi, maître? Le Sénat ne sert à rien au Togo. Le Sénat sert à quoi au Togo? Le Sénat, on va mettre de vieux croutons dans cette affaire-là, ils vont prendre de l'argent. Mais ça va apporter quoi au Togo? Maître, le système bicaméral n'est-il pas une, disons, disposition constitutionnelle? Est-ce que c'est prévu par la Constitution? Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui n'ont que l'Assemblée nationale, mais qui vivent bien. Lorsque l'Assemblée est solide,
Mais on peut vivre avec une assemblée. Il y a même des pays qui ont institué le Sénat, comme le Sénégal. Mais en cours de route, ils l'ont supprimé. Oui. Et à quoi sert le Sénat pour le Togo? D'abord, nous avons voulu faire la démocratie à la base. C'est difficilement qu'on a organisé les élections municipales. Mais des mairies sont là aujourd'hui, on a créé 117 communes. Mais il y a des communes aujourd'hui qui se demandent si est-ce que c'était normal, est-ce que c'est bien de nous appeler communes. Et ils ne savent même pas qu'ils sont communes. Parce que les moyens qu'on leur a fait est tellement inexistant qu'il y a des maires qui sont désœuvrés, il y a des conseillers municipaux qui sont dans l'air, ils sont en train de se promener. Alors, si on a des ressources aujourd'hui, il faut consacrer ces ressources-là à doter nos communes de moyens pour que la démocratie commence à la base. Et lorsqu'on aura solidement maîtrisé les communes, mais si on veut le Sénat, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, on peut parler de Sénat. Mais on est en train de mettre la tête dans le feu, sur le feu. Ce n'est pas pris. On veut mettre les jambes, les voyous. Comment on fait? Mais c'est comme on marche sur la tête au Togo. On marche sur la tête. Oui, mais maître, vous avez dit que le Sénégal l'a expérimenté, chemin faisant, ils se sont rendus compte au Sénégal qu'ils se sont cassés les dents, tant ils ont cassé. Bon, le Togo aussi peut faire l'expérience, et quand ça ne marche pas... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas les ressources. Il faut être en mesure de faire quelque chose avant de le faire. On court derrière le Sénat. Oui, mais le pouvoir dit qu'il est prêt. Pour faire quoi? Quand on nous dit, on nous a répété, le ministre de l'administration territoriale dit à tout bout de champ qu'ils n'ont pas les moyens pour aider les communes. Alors, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour aller doter le Sénat de moyens pour fonctionner? Voilà la question. Et si ce n'est pas une bizarrerie, vous trouvez que c'est une bizarrerie. Pourquoi? Une vraie bizarrerie. Alors, maître, revenons sur la C14 dont vous avez parlé tout à l'heure. D'aucuns avaient estimé dans le temps que c'est parce que la C14, ce groupe, n'avait pas un projet politique, c'est pourquoi il a connu cet échec. Ils ont totalement raison. Ce que nous avons fait au cours de notre rassemblement, pour deux circonstances à C14, c'est ce qu'on appelle de l'amateurisme en politique. C'est de l'amateurisme. Ayons le courage de dire les choses honnêtement. Appelons ça un chat. De grands garçons que nous étions là, rassemblés dans cette affaire-là, aller dans un rassemblement sans avoir un règlement intérieur, sans avoir une procédure correcte pour aller au résultat. Mais c'est comme on est allé là-bas pour s'amuser. Dites-vous, pendant toute la période, là, malgré tout ce que nous avons dit, on n'a aucun règlement intérieur. Chacun se lève, fait ce qui lui plaît, refuse telle manifestation, refuse ceci, parce qu'il dit oui, mais moi j'ai la capacité de bloquer, je bloque. Alors celui-là, il lui répond, ah, comme toi aussi tu l'as bloqué hier, moi aussi je peux mettre d'autres stratégies pour... Alors, donc ça dit que c'était une guéguerre entre partis. C'était vraiment une guéguerre, ne pas en finir. Pas militant interposé, les gens ont envie de voir l'autre couler. Ce qu'on est allé, c'était une unité de façade. Hein. On est dans un regroupement, mais à l'intérieur du regroupement, les gens travaillaient pour que les autres tombent, chutent, pour qu'ils émergent. Vous ne pouvez pas être dans un regroupement et souhaiter la chute de l'autre pour pouvoir émerger. La solidarité n'existant pas, mais c'est avec plaisir que certains ont quitté la C14 et se glorifient, oui, on est parti. Et ils sont partis maintenant pour faire quoi? On a quitté la C14, on a détruit notre C14 là. Et tous ceux qui sont partis, croyant qu'ils sont suffisamment forts, ils ont suffisamment détruit les autres. Et ils ont pris l'ascension sur les autres. Et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est de la bêtise. Maître, l'une des erreurs, si on peut l'appeler ainsi, que la coalition des 14 partis de l'opposition a commise dans le temps, c'était de n'avoir pas participé, c'est le reproche qui vous est fait, aux élections législatives de décembre 2018. Est-ce que c'est votre avis? Mais bien sûr, ça c'est l'une des incongruités de notre opposition. C'est l'une des incongruités. Parce qu'on ne peut pas soulever autant de foule et terminer comme on l'a fait, laisser l'Assemblée aujourd'hui entre les mains de... quoi? Et ne pas avoir de représentants aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, qui est le lieu du débat politique. Abandonner l'Assemblée nationale
par un jeu de calcul bizarroïde. Et nous retrouver dans notre situation aujourd'hui, j'avoue que c'est quelque chose d'indescriptible. Parce que si nous étions sérieux, nous devions tout faire, malgré quels que soient les moyens. Mais les gens nous ont aidés. C'est vrai, on insulte aujourd'hui la CEDEAO, on dit... Mais pendant cette période-là, il y a quand même des gens de la CEDEAO qui nous ont conseillé de faire en sorte que, avec l'aide, on puisse avoir quelques moyens pour aller aux élections législatives. Mais la condition qu'ils ont posée, c'est que vous ayez des candidats communes au nom de la C14 sur toute l'étendue du territoire national. Vous présentez des candidats au nom de la C14. Les foules que vous avez soulevées, vous allez gagner l'Assemblée nationale. Vous allez prendre un bon paquet et les réformes que vous souhaitez, vous allez les faire après les élections législatives. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas. C'est les conseils de couloir. Mais bien sûr. Les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas que dans un groupe, on puisse partager les choses. On est content qu'on soit dans un regroupement, allons contredire, allons décon, tout ça. Mais quand vient le moment de dire, mais quand les élections viennent, qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans le groupe, chacun puisse exister en tant que parti? Les gens disent non. C'est le plus fort qui gagne. Le plus fort qui gagne. Celui à qui vous avez demandé des efforts hier, dans un regroupement, à période électorale, vous dites que lui n'existe pas. Comment vous faites? Donc, on s'est débrouillé pour refuser ce qui est logique et on a préféré plutôt le boycott. Au jour d'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Nous n'avons que nos yeux maintenant pour pleurer. Donc vous avez appris des leçons, vous avez tiré des enseignements. Bien sûr, oh, bien sûr. Est-ce que nous tirons véritablement des enseignements? Voilà la question. Moi c'est la grande question que je me pose. Nous avons tellement vécu d'expériences malheureuses et douloureuses dans ce pays que si nous devions tirer leçon du passé, on serait aujourd'hui loin. Mais les expériences nous arrivent, on ne sait pas ce qu'on en fait, et puis demain on se retrouve, on reprend les mêmes bêtises. Comment on veut être en politique sans tirer leçon de nos échecs passés? C'est les échecs qui instruisent. Lorsque vous échouez, on dit l'échec est un autre revers de la réussite. Oui. Alors, si vous échouez, mais au moins réfléchissez à ce qui a fait que vous avez échoué et tirez leçon pour l'avenir et vous allez gagner. Mais si vous ne tirez aucune leçon de vos échecs, vous allez tourner en rond et nous tournons en rond au sein de l'opposition. Et c'est dommage à le dire, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Bon, et puis la situation aujourd'hui est encore plus grave que hier. Plus grave parce que nous avons trouvé une recette nouvelle, et dont j'ai parlé tantôt. La recette nouvelle, c'est les réseaux sociaux, les WhatsApp. Voilà. Il y a des gens qui, du matin au soir, ils sont là-bas. Et ils écrivent. Donc, ils répondent. Celui-ci dit, il insulte. Oh, toi, tu es ceci. On dirait que les Togolais ont trouvé du nouveau job, quoi. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est le job que nous cherchons pour le Togo. On en a trouvé sur les WhatsApp. Du matin au soir, on est là-bas, on se plaint. Et c'est ça, avec ça qu'on va construire le pays. Voilà. Les dénigrements, c'est ça. Voilà. Et surtout, nos frères de la diaspora, ils croient qu'eux, ils sont les plus érudits. Ils connaissent plus que tout le monde. Ils sont dans un pays de démocratie. Donc c'est facile, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Voilà. Et ils sont là-bas. Heureusement que ce ne sont pas tous les Togolais de la diaspora, mais je sais de quoi vous parlez parce qu'il y a une espèce de révolutionnaire 2.0 aujourd'hui qui s'érige en donneur de leçons. Heureusement que ce ne sont pas tous les Togolais. Bon, en tout cas, on va continuer. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme.
L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. Jeclique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. Jeclique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-de6clic.com. Aujourd'hui, le régime de Faure Gnassingbé a trouvé un allié qui lui permet de restreindre les espaces de liberté. Je veux parler de la Covid-19, parce que quand on veut sortir aujourd'hui, même quand on veut manger chez soi à la maison, on doit demander la permission au gouvernement avant de manger. Puis quand on doit aller uriner dehors, chez soi, on doit demander la permission avant d'aller uriner. Maître, comment percevez-vous la gestion même de cette pandémie au Togo? Il y a eu une catastrophe. Il y a eu une vraie catastrophe. C'est-à-dire que c'est vrai, la maladie est là. Mais la manière dont le gouvernement s'en sert pour faire peur aux gens, pour bloquer toute activité, je trouve ça curieux. Parce que la maladie est là. Mais lorsque vous considérez la situation du Togo avec des pays d'à côté, le Bénin, le Ghana, notre situation est moins dramatique. Le taux de contamination n'est pas si élevé que dans d'autres pays.
Mais dans les autres pays, la vie continue. Les gens font des activités, les gens sortent, les gens se débrouillent, tout en demandant quand même avec insistance de respecter les mesures barrières. Mais ici, on a l'impression que la vie, notre vie à nous, politiques et autres, là, se résume à Covid. Tous les matins, c'est Covid. On ne parle pas, mais les gens sont en train de souffrir. Ils ne mangent pas. La famille, de comment vous appelez ça, la vie chère et au galop, comment on fait pour aider ces gens-là? Mais on vient seulement, tout le discours, c'est Covid. Comme si finalement demain, lorsque Covid va passer, on ne trouvera plus autre chose à dire que de parler de Covid. Donc on résume notre vie à Covid. Et de quelle manière? En poussant les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai été victime de cette maladie. J'en ai parlé, j'ai témoigné. C'est vrai que des gens, de quelques farfelus ont dit dans la diaspora et tout ça, que bon, on a été acheté. C'est pour ça que moi, je dis, mais moi, j'ai dit quelque part que Dieu les épargne, qui ne connaissent pas les affres de cette maladie-là. Je demande à Dieu de ne pas leur faire connaître cette souffrance interne. J'ai été chez moi. Je ne suis pas allé dans un centre médical. Je me suis fait soigner chez moi, à la maison. J'ai fait appel à des gens, mais docteur Amaglo, j'en ai parlé. Mais il m'a envoyé un assistant médical, des gens qui s'occupent de ces affaires-là. C'est eux qui sont venus me donner le protocole, les produits à la maison. Et ils m'ont demandé de faire ci et ça. Mais j'ai entendu dire, oui, nous parlons de docteur. Celui-là même qui parle de cette manière, je ne sais même pas s'il est normal. Mais que oui, quand moi je parle de docteur, est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, celui que j'ai appelé pour me venir au secours, qui m'a mis quelqu'un à disposition, qui m'a aidé à me donner les produits qu'on prend comment vous appelez ça, les produits qu'on prend d'habitude pour cette affaire-là. Oui, la chloroquine. L'hydromycine, la chloroquine, tout ça, c'est tout ce que j'ai pris. Ce n'est que vers la fin, quand ça commençait à me bousculer, qu'on m'a demandé d'ajouter un peu de vitamines, ceci, etc. Je n'ai pas fait quelque chose de miraculeux. Quand je parle de ça pour remercier, on me dit, ah, mais pourquoi j'appelle le nom de docteur? Parce que moi, quand nous on parle de docteur, ceux qui n'ont pas le temps, la chance d'avoir docteur, on a l'impression que les Togolais sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils disent n'importe quoi à n'importe quel moment. Ils ne savent même pas. Et c'est pour ça que j'ai parlé de haine tantôt. Ils ne savent même plus. Parce que une personne que vous l'aimiez ou ne vous l'aimez pas, mais il y a des moments où, au moins par respect, vous taisez au moins. Mais dire des choses comme ça, tant et à travers comme des gens qui ont perdu la raison. C'est grave. Bon, alors, maintenant pour revenir au gouvernement, on a l'impression aujourd'hui que dans cette volonté de faire pression, mais il ne distingue plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. La dernière trouvaille, c'est le pass sanitaire pour les lieux de culte. Oui. Mais je trouve la chose totalement abracadabrante. Pourquoi? Mais vous levez aujourd'hui, vous allez à Bessimé là-bas. Vous allez à Sigamé. Non, j'ai fait le tour de ces les contacts humains. Les contacts. Mais c'est tous les jours, les gens s'embrassent, les gens. Voilà. Mais quand vous allez à l'église, moi j'y vais. Mais ils sont tellement rigoureux là-bas, la distanciation. Il y a même des comités qu'ils ont mis dans les églises qui circulent, mais eux-mêmes déjà. L'autodiscipline dans les bancs pour dire, ah, non, vous n'êtes pas à bonne distance. Poussez, allez là-bas, parce que les flèches, ce qu'on allait, voilà les indications, c'est là-bas que vous devez vous asseoir. Moi, je l'ai vu tous les jours à l'église. Et on demande à tout le monde de mettre les cache-nez et tout ça. Mais on dit que c'est ceux qui font cet effort-là, c'est à eux qu'il faut réclamer un pass sanitaire avant d'aller dans l'église. Je me demande comment ça va se passer. Lorsque quelqu'un va à la messe de 6 heures, parce que les gens viennent au même moment, entre 6 heures, c'est la messe commence à 6 heures, à 6 heures moins le quart, vous trouvez une centaine de personnes qui arrivent au même moment. Si on doit contrôler le pass sanitaire avant qu'ils ne rentrent dans l'église, à moins qu'on ne change les horaires des cultes, mais comment on va procéder? Alors, ça, moi je crois que ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas... Très bien, maître, on a vu la réaction de la conférence des évêques du Togo qui n'a pas voulu aller sur un terrain
bras de fer avec le ministre Payadoa Boukossi, qui a même sorti une note pour instruire les préfets de s'assurer que l'obligation, ou du moins le respect de la présentation du pass sanitaire dans les lieux de culte soit de mise. Et la conférence des évêques du Togo, loin d'être dans un bras de fer avec le gouvernement, demande simplement aux fidèles qui éventuellement se retrouveraient devant les églises ou les mosquées et qui n'auraient pas leur pass sanitaire de rester dehors pour suivre les cultes. Or, cela pose un autre problème. Le problème que ça pose, c'est qu'on imagine un peu l'attroupement ou les attroupements, les agglutinations humaines qu'il va y avoir devant les églises, sur le parvis de l'église, sans passe sanitaire. Alors, il y a un journal qui écrivait il y a quelque temps, si le corona n'avait pas existé au Togo, le gouvernement l'aurait inventé. Est-ce que vous partagez cette... Mais bien sûr, parce que ça va créer plus de problèmes. Ça va créer plus de problèmes parce que les gens qui n'ont pas de passe sanitaire, d'abord, la frustration que ça va engendrer, parce que vous savez, on ne sait pas. Moi, je dis toujours que les gens doivent faire l'effort pour se faire vacciner. Ça, sur ce terrain-là, je ne dis pas que les gens aillent se faire vacciner. Mais si par hasard, quelqu'un ne s'est pas fait vacciner, le moyen de persuasion qu'on doit trouver pour l'amener à se faire vacciner, c'est ce moyen-là qu'il faut trouver. J'écoutais, je ne sais pas si c'est Joachim qui en parlait ce matin, il dit, à leur église où il est allé quelque part, où les gens sont venus s'informer sur comment ça va se passer lorsque cette histoire de passe sanitaire va devenir obligatoire. Et le gouvernement a envoyé une équipe pour dire, oui, ben, ok, nous allons installer un stand là-bas pour permettre aux gens de se faire vacciner. Et qui sont venus avec le truc, le produit Johnson. Là. Et que spontanément, les gens se sont alignés pour aller prendre le vaccin. Bon, ça c'est des méthodes qu'on peut utiliser, machin. Mais la manière dont on dit, oui, vous ne rentrez pas. Et comme tu le dis, vous ne rentrez pas, ceux qui ne sont pas dans l'église, ils seront dehors quelque part. La distanciation de l'église, on ne le trouverait plus dehors. Et s'ils sont nombreux, alors comment on procède dans ce moment-là? Et l'autre problème que ça pose, maître, on sait que dans des pays comme le nôtre, l'Église joue un rôle important dans la pacification des populations. C'est vrai que la paix elle est déjà fragile dans nos pays, comme le Togo. Est-ce que le gouvernement gagnerait à se mettre dans une posture d'injonction aux leaders religieux qui, par ailleurs, sont ces éternels ou légendaires partenaires sur qui ils s'appuient souvent pour calmer un peu les ardeurs? Ben bon, moi, ce que je peux dire... si ça peut, parce que il y a quelqu'un qui dit, mais quand le moment vient pour un roi de partir, mais on le rend aveugle. Il multiplie les bourdes. Ah ben comment il multiplie? Si ces bourdes-là peuvent permettre aux Togolais d'ouvrir les yeux, c'est tant mieux. Oui. Je suis d'accord. C'est très philosophique ce que vous dites. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Si ça peut permettre aux Togolais pour savoir maintenant que nous sommes à la même, dans la même barque. Parce que nous sommes au feu. Nous demandons aux Togolais de se mobiliser pour que nous puissions régler le problème que nous connaissons. Mais il y en a qui sont là, peinards, dans leur maison, en disant, oh, votre affaire là, moi ça ne me regarde pas. Je ne fais pas la l'enfer, ce n'est pas moi. Le jour l'enfer, tu le retrouveras devant ta case, tu sauras que l'enfer existe. Et que c'est pour tout le monde. Ah oui, c'est pour tout le monde. Donc cette histoire-là de passe sanitaire permet aujourd'hui à tout le monde de comprendre que ce n'est plus une affaire de Kodo, de Kossi, c'est nous tous. Mais si ça peut nous ouvrir les yeux à nous tous, je crois que ce serait une bonne chose. Oui, maître, bon, on pense que les Togolais devaient voir venir le gouvernement, ces décisions qui sortent ces derniers jours, puisque il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, c'est le Premier ministre qui, devant les députés de l'Assemblée nationale, qui a parlé de la peur. Maintenant, il faut faire peur aux Togolais. Je pense qu'ils sont en train de rentrer dans cette logique-là. C'est la peur maintenant. Oui, mais le problème de la peur, ce n'est pas seulement à l'occasion de cette affaire de Covid qu'ils l'ont utilisé. Ça, c'est depuis le début. Depuis l'instauration du parti unique dans notre pays,
depuis 1967 jusqu'à maintenant, c'est cette manière de terroriser les Togolais qui ont permis au pouvoir de rester jusque-là. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas au pouvoir dans les meilleures conditions. Ils ne sont pas venus là-bas par le biais des élections crédibles et qui sont en phase avec les populations. Alors la seule manière de régler le problème pour eux, c'est de mettre la pression. Celui qui veut gesticuler un peu, vous avez vu, quand nous voulons, au moment de la C14, lorsqu'on veut faire une petite manifestation, vous voyez ce qu'ils déploient comme arsenal machin, pour terroriser pour les gens. Les gens qui n'ont pas le cœur, ils retournent dans leur maison. Ouais. Il y a des gens qui sont, quand ils voient l'arsenal là, ils retournent chez eux. Alors, donc ça veut dire que c'est de tout le temps, c'est cette peur-là qu'ils ont instituée, et c'est de cette manière qu'ils fonctionnent. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin d'être aimés. Bon, ils ont besoin de faire peur. C'est-à-dire que c'est ce que Machiavel disait. Oui, bon, ok. Bon, mieux vaut faire peur que d'être aimé. Voilà. Bon, ce n'est pas leur affaire. Donc, eux, que vous les aimiez ou vous ne les aimiez pas, du moment où ils gardent leur pouvoir, par peur ou autre chose, mais ça leur suffit. Mais en réalité, ce que nous voulons aujourd'hui pour le développement de notre pays, c'est amener les concitoyens à reprendre cette fibre-là qui les pousse à travailler pour le Togo. La fibre républicaine qui donnera la possibilité à chacun de se considérer comme Togolais parce que j'aime mon pays, j'ai envie de me battre pour mon pays, j'ai envie de faire quelque chose pour mon pays. Et c'est le gouvernement qui doit donner le mot d'ordre. C'est toi qui dois donner l'exemple pour que tout le monde se sente à l'aise au Togo. Mais si eux, ils forment leur camp, ils sont de leur côté, et ils vivent bien, les autres, bon, ok, on s'en fout. Bon, que vous soyez content ou pas, puisque de toutes les manières, ils savent que ce n'est pas par le biais des élections. Parce qu'en réalité, si les élections étaient transparentes véritablement, les lois étaient correctes, mais si vous me contentez les gens, vous savez qu'au prochain, vous serez sanctionné. C'est comment c'est ça. C'est pour ça que les gens font des efforts partout pour amener les populations à être en phase avec eux. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître. Chers amis fidèles de l'autre journal, nous allons permettre à notre invité de souffler un peu. Nous allons observer une pause.